la cartomancie, la canalisation angélique. Il y avait des pentacles dessinés au sol. Mais en sorcellerie, la Bible est utilisée parce qu'ils savent qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Le mélange des violences conjugales plus la pornographie a créé une idéologie de l'amour bien particulière. Donc pour moi, l'amour, c'était violence et sexe. J'ai rencontré le père de mes enfants. Au début, ça allait bien. Au début, ça va toujours bien. Et quand j'ai vu encore des messages de filles, j'ai pété un câble. Il m'a attrapé par la tête et il m'a traîné au sol. Tellement que j'entendais le tissage craquer, crac, crac. J'ai essayé de me dépatouiller de ça. J'ai attrapé un marteau. Je l'ai visé. Il m'a dit non, 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 tu me quittes pas. Parce que si tu me quittes, je vais publier des vidéos de toi. Il m'envoie la vidéo et je me vois en train de faire une... Pendant 9 mois, j'ai démonté la Martinique. En passant par le procureur, en passant par le père de mes enfants, en passant par cet artiste, en passant par tout le monde. Tout le monde. On m'a tabassé, je me suis battue, j'ai fait de la garde à vue. Et je dis à Dieu, écoute, tu sais quoi? Si tu existes, délivre-moi de la drogue et je te chercherai et je te suivrai. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage en toute transparence. Je vais vous parler de ma vie avant Jésus-Christ. Alors, je m'appelle Sarah Elodie, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 petites filles. J'habite en Martinique et on va d'abord commencer par mon enfance. Alors, mon enfance, j'ai grandi dans une famille avec mes 2 parents qui n'étaient pas mariés. Alors, j'ai été baptisée bébé. Ensuite, j'étais enfant de cœur. Oui, je sais, ça se voit pas, mais c'est le cas. Donc, j'ai grandi dans une famille catholique avec mes 2 parents. Donc, j'étais vraiment dans un climat assez toxique. Donc, j'ai vécu dans des violences conjugales, dans des cris. Et très tôt, en fait, ça m'a affectée parce que je ne savais pas où me positionner. Donc, j'avais souvent des disputes entre mes parents que je ne comprenais pas. J'essayais de m'interposer entre les deux, mais en réalité, je savais rien. Et au fil du temps, ça a créé en moi une forme de rejet. Et cette forme de rejet a fait que j'étais très curieuse. Donc j'écoutais en fait un peu aux portes ce qui se passait entre mes parents. Donc je comprenais déjà des choses qui n'étaient pas de mon âge. Par la suite, j'ai commencé à regarder de la pornographie à l'âge de 8 ans. Tout simplement parce que mon père avait des activités nocturnes, donc il était musicien. Donc il partait de la maison tous les vendredis. Il rentrait très tard et ma mère du coup se retrouvait avec moi. Donc ma mère a été infidèle. Donc elle commençait à avoir quelqu'un le soir, pendant l'absence de mon père. Et du coup elle partait le soir, rencontrer cette personne et moi j'entendais. Au lieu de dormir, j'entendais la clé ouvrir la porte et je savais qu'elle partait. Donc forcément, une petite fille qui voit sa mère partir le soir et qui voit que son père n'est pas là, forcément, un enfant, ça cherche à s'occuper, parce que j'avais du mal à reprendre sommeil. Et du coup, j'ai allumé la télé. Je cherchais des dessins animés. Malheureusement, je ne suis pas tombée sur des dessins animés. Je suis tombée vraiment sur des actes moins de 18. Et au début, je me rappelle que ça m'a un peu choquée parce que je connaissais pas, je savais pas du tout que ça existait, je savais même pas comment on faisait les bébés. Mais par la suite, j'ai commencé à regarder sérieusement de la pornographie, tout simplement parce que chaque fois que ma mère partait, c'était automatique pour moi d'allumer la télé et de regarder. Donc ça a duré quand même une bonne année. Et le souci, c'est que ça a déformé ma structure mentale. Donc quand j'allais à l'école, au lieu d'être concentrée sur ce que la maîtresse elle disait, je pensais honnêtement à que du sexe en fait. Je regardais, je me nourrissais de ça. Et pendant les cours, j'imaginais des choses qui ne sont pas de mon âge. Bien sûr, je ne le disais à personne. Et j'ai grandi comme ça. Donc le mélange des violences conjugales plus la pornographie a créé une idéologie de l'amour bien particulière. Donc pour moi, l'amour, c'était violence et sexe. Il n'y a rien d'autre. Donc j'ai grandi comme ça. Et donc par la suite, on arrive dans la partie que tout le monde attend, la sorcellerie.
Donc, bon, faut savoir qu'en Martinique, c'est monnaie courante de consulter des gars des affaires, comme on dit, des marabouts, ou quoi encore. Ouais, c'est ça, hein. Des séanciers, ouais, c'est ça les termes. Des séanciers, donc c'est monnaie courante. En fait, tout le monde fait ça vraiment sans on va dire, connaître les dangers spirituels. Et donc, ma mère, elle m'a emmenée à l'âge de 7 ans environ. Donc, j'étais impliquée dans le fait d'être amenée. Donc, je restais juste dans la salle d'attente. Donc, je ne savais pas ce qu'il y avait au-delà de la porte. Mais je savais que c'était un endroit bizarre parce qu'il y avait beaucoup d'encens qui brûlaient. Il y avait beaucoup de personnes qui attendaient. Donc, voilà, moi, je restais dans la salle d'attente. Ça se voit, ça se sent, non? Ouais, ça se sent. De fou. Mais donc, par la suite, en grandissant un peu, ma mère a commencé à me faire consulter pour savoir un petit peu comment ça se passait, puisque j'avais des problèmes au niveau de ma scolarité. Donc pas des très gros problèmes, mais il y avait quand même des petites zones où on ne comprenait pas trop. Donc ma mère voulait savoir comment ça se passait, qu'est-ce qui pouvait bloquer, est-ce qu'on me voulait du mal, etc. Donc en grandissant encore, il y a eu tout ce qui était passer son bac par exemple. Donc il est normal de te faire consulter pour que tu puisses prendre un bain. Donc on te fait un bain de feuillage pour pouvoir enlever toutes les mauvaises ondes, les mauvaises énergies et tout. Donc ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça où on me faisait prendre des bains. Voilà, pour tout et n'importe quoi, il fallait prendre un bain de purification. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle bague de protection. Donc c'est une bague qui est faite pour quelqu'un avec des inscriptions à l'intérieur pour protéger, enfin c'est censé protéger la personne. Et quand on te remet cette bague, tu dois la porter pendant 1 semaine sans avoir de rapport sexuel et tu dois faire des prières. Donc il y a un listing de prières qu'on te donne, associé avec un thé qu'il faut boire. Donc c'est complètement de la phytothérapie où on est vraiment... voilà, c'est à travers les plantes qu'on trouve une guérison. Donc, il y avait une recette particulière à faire. Il fallait aller au marché, acheter les plantes, il fallait faire un mélange et tout, il fallait faire bouillir. Et le résultat, il fallait mettre dans des bouteilles et boire ça pendant au moins 15 jours, quoi. Donc, voilà, j'avais ces petits rituels-là qui étaient devenus, on va dire, classiques pour moi. Parce que maman ne faisait rien de mal, tu vois, elle faisait rien de mal. Donc, pour moi, écoute, ta mère, elle te dit, bois ça, ça va te faire du bien. Fais le bain, ça va te faire du bien. Donc, tu le fais en fait sans savoir. Donc, j'ai quand même eu aussi des parfums. Donc, il y a aussi les parfums que, là, ils sont créés par le sorcier en soi, le séancier. Donc, c'est créé par lui, donc tu vois pas, tu sais pas ce qu'il a mis dedans, mais il te dit que c'est pour te protéger, pour attirer à toi de bonnes choses, pour attirer à toi l'argent, les facilités, les postes, le travail, peu importe, c'est un parfum que tu mets pour faire avancer ta vie qui sent très, 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 très mauvais. Très mauvais. Pour décrire l'odeur de ce parfum, ça sent la vieille femme. Genre toi, en tant que jeune fille, on te met un parfum, ça sent la vieille femme, c'est atroce. Et d'ailleurs, je sais que c'est le seul rituel que j'ai pas terminé parce que ça sentait trop en fait. Et il faut mettre ça sur tout ton corps, de la tête aux pieds, même dans tes cheveux. Donc imagine ton odeur quand tu passes dans la rue, tu vois. C'est vraiment pas bon. Et donc il y a eu aussi les bains sur place où c'est vraiment un rituel où donc tu arrives, il y a un bain qui est prêt avec des feuillages. Donc tu sais pas, mais tu prends l'odeur, encore une fois, c'est des trucs qui sont nauséabonds. Hein. Donc il y a un mélange de feuilles qui est fait avant que tu arrives, une fois que tu as pris ton bain. Alors, comment prendre le bain? Pour ceux qui ont déjà pris des bains, ils vont se reconnaître. Donc on te donne une petite bassine qui va servir à récupérer l'eau dans la grande bassine parce qu'il faut verser sur soi très doucement, de la tête aux pieds. Une fois que c'est fini, tu passes dans une autre pièce. Et on va dire que dans cette pièce-là, il y a énormément de statues, énormément d'idoles, énormément de Saint-Michel, Saint-Gabriel, Sainte-Marie, Saint, tous les saints, là, ils sont présents en forme de statues. Et l'assistante, en fait, elle te dit de faire un vœu. Donc tu fais un vœu. Donc genre,
Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait le vœu d'être multimilliardaire. Jusqu'à maintenant, je ne le suis pas. Donc, les gars, ne faites pas les bains parce que ça ne fonctionne pas. Donc, ouais, donc c'est ça. Donc, tu es dans une pièce et tu vois qu'il y a déjà eu beaucoup de passages parce que tu dois allumer des bougies et faire ton vœu et laisser les bougies allumées. Mais vu la quantité de bougies et de cire qu'il y a dans la pièce, tu vois qu'il y a masse de passages, quoi. Il y a une grosse masse de passages. Et donc, c'est vraiment la pièce où tout le monde se rend pour faire ces demandes, en fait. Alors, demande à qui, je ne sais pas exactement, puisqu'il y a tellement de statuts que c'est pas évident. Ensuite, tu passes dans une autre pièce et c'est là où tu rencontres le séancier, le sorcier, qui va te poser des questions. Donc, savoir un peu pourquoi tu es venu. Est-ce que c'est parce que tu as un problème? Est-ce que ce problème est financier? Est-ce que ce problème est d'ordre amoureux? Est-ce que c'est par rapport à l'école? Est-ce que c'est par rapport à une maladie? Peu importe, ça va te demander pourquoi tu es venu. Donc, il va te demander ta date de naissance, ton nom, ton prénom, ton lieu de naissance et il va commencer à, on va dire, avoir un fonctionnement répétitif au niveau de son écriture. Donc, moi, je voyais, je comprenais rien, ça avait l'air de rien du tout. Mais lui, quand il commençait à lire sur cette feuille, il te parlait vraiment de ta vie. Donc, tu as vraiment l'impression que c'est réel. Tu as vraiment l'impression qu'il connaît ta vie et que tu peux faire confiance à cette personne-là. Il faut savoir aussi que cette personne-là, ma mère m'a pas emmenée comme ça, quoi. C'est sa mère qui l'avait emmenée. Et voilà, c'est de mère en fille que ça s'est produit. Il y a une certaine confiance qui a été établie, puisque c'est un ami de la famille, entre guillemets. Donc, en fait, quand il lit ce qu'il a écrit te concernant, tu es obligé de croire. Et de toute façon, il y a des cohérences, il y a des questions qui sont posées pour te mener à un point. Bon, on va parler finances, il va te demander est-ce que tu as des problèmes financiers. On va dire que tout le monde a un peu des problèmes financiers, tout le monde aspire un peu à évoluer financièrement. Donc, automatiquement, il y a des points qui vont être logiques. Mais il y a certains moments où il va entrer dans ta vie et y avoir des détails qui sont très précis, où tu vas vraiment lui accorder ta confiance pour la liste des choses qui te seront données par la suite à faire. Voilà. Donc, c'est payant, oui, faut le dire, c'est payant. C'est pas cher, mais je trouve que c'est cher quand même. Donc, c'est payant. Pour quelqu'un qui consulte régulièrement, je pense que ça fait un sacré budget. Donc, voilà, ceux qui veulent pas donner leur dîme, là, donner l'argent aux sorciers. Donc ouais, c'est ça. Donc moi, en grandissant, j'ai vraiment eu ces habitudes de consulter et à l'âge de 18 ans, j'y allais seule. Donc c'était normal pour ma mère de me dire « Ah ben tiens, t'as peut-être besoin d'une petite consultation, prends le taxi. » Oui, parce que c'était pas tout près de chez moi, donc il fallait quand même que je prenne un taxi pour aller dans cette commune de la Martinique. C'était une commune qu'on appelle Sainte-Marie, et qui est réputée aussi pour avoir pas mal d'activités surnaturelles. Donc j'ai commencé à aller seule. Et quand j'allais seule, on va dire que les rituels se sont intensifiés. Ils ont vraiment pris une dimension spirituelle où je pouvais palper les choses. Donc là, par exemple, j'arrivais, ils me mettaient dans des pentacles. Il y avait des pentacles dessinés au sol. Donc les pentacles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les étoiles renversé avec le cercle autour. Donc pour ceux qui pratiquent la sorcellerie, t'inquiète pas qu'ils savent bien c'est quoi. Donc j'étais assise de la même manière où je suis là autour de ce pentacle et donc il me demandait de lire des versets bibliques. Donc c'est là où ça porte aussi à confusion parce qu'on pourrait croire qu'effectivement comme tu es dans un pentacle mais que tu lis des versets bibliques, c'est quelque chose de bien. Mais en sorcellerie, la Bible est utilisée parce qu'ils savent qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu, dans la déclaration de la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'en fait, tu as confiance. Parce que tu penses qu'effectivement, comme tu es en train de lire 1 Jean 3, donc tu penses que tu es vraiment dans la volonté de Dieu, alors qu'en fait, pas du tout. Donc après, par la suite, j'ai aussi voyagé avec cette personne. On a été en Guadeloupe, donc il fallait aller aussi dans des vierges. À Lourdes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Fallait aller dans des vierges, allumer de la bougie, faire certaines prières et tout. Donc, je pense que je prendrai un temps pour cette thématique-là, spécifiquement pour raconter ce voyage-là de A à Z. Ce sera dans une autre vidéo. Mais
parce que c'était vraiment très immersif. Et je pense que quand on fréquente des sorciers, en fait, on voit vraiment leur fonctionnement. Et quand on est en Christ, on arrive vraiment à se dire, ok, en fait, c'est vraiment pas la volonté de Dieu. Donc ce sera pour une autre fois. Du coup, après cette partie de la sorcellerie, il faut savoir que tout ce que j'avais, donc bague de protection, etc., ça ne fonctionnait pas du tout. On va dire que ma vie devenait de plus en plus catastrophique. Alors pour revenir sur mon enfance, j'ai été défigurée à l'âge de 8 ans, 9 ans. J'ai eu un accident de vélo. Donc pour vous situer dans le contexte, je suis tombée la tête la première parce que j'ai freiné du frein avant dans une descente. Donc je me suis scratchée bien comme il faut sur des mètres. Et je peux même dire que c'est l'une de mes premières expériences avec Dieu sans le savoir, parce que quand je suis tombée à côté d'une maison et il y avait une femme sur le balcon. Et j'ai toujours vu cette dame-là comme un ange. Je sais pas pourquoi, hein, mais maintenant avec du recul, je comprends que Dieu a toujours veillé sur moi, peu importe les péripéties qui me sont arrivées dans ma vie. Mais en fait, c'est cette femme qui est venue me ramasser et qui m'a ramenée au domicile où j'étais en vacances. C'était loin parce qu'on était vraiment partis loin de la maison. Il y avait des voitures qui passaient, c'était vraiment très dangereux. J'aurais pu tomber, il y aurait pu avoir une voiture qui me passe dessus. Mais cette femme-là était là au bon moment et m'a ramenée. Donc il faut savoir que par la suite, on m'a ramenée chez un chirurgien esthétique. Donc qui m'a recousu, qui m'a pansé. Mais c'était un très gros traumatisme pour moi parce que forcément, qui dit accident, qui dit pansement, qui dit enfant, il y a beaucoup de moqueries qui viennent par la suite. Donc j'ai tout de suite été mise de côté. Au sein de ma famille, on s'est moqué de moi. Donc j'avais des surnoms comme le Joker, Double Face, Batman, la momie. J'ai eu tous les surnoms possibles parce que c'était tous les dessins animés, les films de l'époque et tout. Donc, ouais, mes cousins, ils m'ont bien assommé. Mais c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'est quand je suis arrivée à l'école. Et là, vraiment, à la rentrée scolaire, j'avais vraiment les cicatrices. Donc, on voyait vraiment qu'il m'était arrivé quelque chose et j'étais pas comme les autres enfants. Et c'est là où ça a été très difficile parce que c'était sans cesse, en fait. Les moqueries pour un oui, pour un non. On te met de côté, on ne joue pas avec toi, on te met pas dans le groupe. Voilà, tu fais pas partie des populaires non plus, tu es vraiment mise dans un coin. Et ça a créé en moi un comportement, on va dire, de garçon manqué. Où je cherchais toujours à cacher mon visage, à avoir une casquette, à m'habiller large pour qu'on me voit pas. Et arrivé au collège, arrivé au collège, je me suis un peu rebellée. Donc je commençais déjà à dire des mots, on va dire des mots vulgaires là, des mots créoles martiniquais, des injures martiniquaises. Ils connaissent, ils savent là. Là on parle de la maman, ils savent. Ouais, donc quand je suis arrivée au collège, je commençais déjà à me rebeller un peu, mais j'étais encore fragile. Je n'étais pas encore vraiment en train d'embêter les autres. Et j'ai été encore pris à partie. Donc j'étais encore cataloguée comme la personne différente. Premièrement parce que j'étais très mince physiquement. Aussi, je sortais pas. Donc moi j'ai eu un père qui était très strict. Très protecteur et qui ne me laissait pas en fait sortir n'importe comment, à n'importe quelle heure. Et au collège, c'est la période où on se découvre, où on commence à aller au cinéma avec les autres, on commence à aller aux anniversaires avec les autres. Et moi, c'était pas mon cas. Anniversaire, c'était négatif. Cinéma, c'était négatif. Je me rappelle que mon père, il me disait je vois pas pourquoi ma fille de 12 ans va aller au cinéma à 19h30 dans une salle noire. Et maintenant, ça a du sens pour moi, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne laisserai pas ma fille aller au cinéma à cette heure-là, tu vois. Et du coup, ouais, donc il ne voulait pas que j'aille au cinéma. Et comme j'ai dit, j'étais très mince et j'ai eu mes règles très tard. Qui veut dire qu'en fait, quand les filles elles avaient leurs discussions entre elles, genre elles disaient « Ouais, toi, t'as tes règles, et toi, t'as tes règles, et tout. » Et moi, je disais « Non. » Enfin, je ne voyais pas le mal, en fait. Pour moi, je n'ai pas mes règles, genre, voilà, je suis en 6e, 5e, je
Je savais pas réellement c'était quoi les règles. J'avais entendu parler de ça, mais je savais pas réellement c'était quoi. Parce que ma mère m'avait pas trop dit, tu vois, ma mère prenait son temps, elle m'avait pas trop bien mis au courant. Donc je savais pas. Moi j'ai juste dit non, j'ai pas le sang qui s'écoule de moi, quoi. Et voilà, il y a une fille en particulier, qui a fait toute la classe se rebeller contre moi. Et en fait, ils m'ont donné un surnom. Ils m'ont appelé NRPZ. Mais je savais pas c'était quoi en fait. Donc je passais dans la rue, les gens ils me bousculaient, ils me disaient ah NRPZ, haha. Genre ils crachaient dans mes cheveux, ils me bousculaient, genre on me faisait tomber, on me faisait des croche-pieds, toujours en m'appelant NRPZ et je savais pas c'était quoi. Donc du coup je rentrais chez moi le soir et j'avais la poule au ventre pour retourner à l'école le lendemain. Je pleurais, mais j'avais peur de dire à mes parents parce que je me disais ouais bon si je dis à mes parents. Et mes parents, ils vont aller dire. Et après, ça va être encore plus chaud. Les gens, ils vont s'acharner sur moi. Donc, je disais rien, mais j'avais peur d'aller à l'école. Et un jour, non, je dis un jour, et genre 2 semaines, non, même pas. Bon, et un jour, j'étais en cours et je reçois une boulette de papier sur la tête. Attention, pouf, comme ça. Donc, je prends le papier, et j'ouvre et je vois NRPZ. Et je vois la signification. Genre, alors, après m'avoir harcelée là pendant tout ça de temps, j'ai enfin la signification de ces 4 lettres. Et ça voulait dire non réglé, donc parce que j'ai pas mes règles, privé parce que je sors pas avec eux, et zo parce que j'étais maigre. Donc la fille là, elle a fait tout le monde m'appeler comme ça, genre pendant toute mon année de 5e, après 4e, 3e, les gens ils continuent à m'appeler comme ça. Et en fait, ça a créé en moi déjà le rejet automatiquement, mais en fait ça m'a créé un stress de fou parce que tous les jours je vérifiais si j'avais mes règles en fait. J'étais vraiment obsédée par ça parce que j'avais l'impression que j'allais devenir une vraie fille quand j'allais avoir mes règles, alors qu'en fait ça n'avait rien à voir, mais elle m'avait tellement mis la pression là, la Aurélie là en question, elle m'avait tellement mis une pression de fou avec ce surnom que ben en fait, c'est quoi, quand mes règles sont arrivées, ben j'ai eu une goutte. Tellement, je pense que j'avais eu un stress, ça m'avait tellement blessée, ça m'avait tellement bousculée en fait dans ma tête de jeune fille, adolescente. Il y a eu une goutte. Et moi, j'ai été mettre la plus grande des serviettes hygiéniques. J'ai dit, moi là, je veux du sang. J'ai dit ça, j'ai dit, moi je veux avoir mes règles et tout, je veux vraiment. Et malheur à moi, parce que en fait, par la suite, j'ai eu vraiment des règles abondantes, quoi. Un truc de fou. Ah, donc, du coup, au collège, on se moquait de moi parce que j'avais pas mes règles. Et au lycée, on se moquait de moi parce que je me levais du siège et qu'il y avait du sang sur mon pantalon. C'est une histoire de fou. Et du coup, ben, j'ai grandi comme ça, avec cette période au collège qui m'a vraiment bousculée, mais qui m'a fait me rebeller. En fait, là, j'ai commencé à devenir méchante. Mais vraiment, j'avais la volonté d'être méchante. C'est-à-dire que je voulais embêter les autres avant qu'ils m'embêtent. Donc dans ma tête, quand j'arrivais déjà à l'école, quand j'arrivais dans une classe, il fallait que je trouve déjà une victime. Parce que je savais que j'allais la victimiser. Et comme j'allais la victimiser, on n'allait pas me victimiser. Donc tout le monde allait se fixer sur elle et pas sur moi. Donc voilà, au lycée, ça a été vraiment la période de rébellion plus. On a beaucoup plus de liberté au lycée, ce qui veut dire qu'on gère ses cours en soi-même. On est à l'extérieur, à l'intérieur. Si on veut aller, on va. Si on veut pas aller, on va pas. C'est là où j'ai commencé à vraiment consommer. Donc j'ai commencé à fumer des cigarettes juste parce que voilà, c'était disponible, c'était la mode. Et j'ai commencé à fumer de l'herbe et du shit, tout simplement par rapport à mes fréquentations. Donc j'ai essayé. Je me rappelle la première fois que j'ai fumé un joint, j'ai eu peur. Parce que j'étais tellement défoncée, je me disais, mon Dieu, vous imaginez si je reste comme ça? Genre j'étais, ça m'envoyait sur la lune. J'étais en train de me dire, mon Dieu, mais je vais devenir folle en fait. Si je reste comme ça, si jamais cette hauteur-là que j'y redescends pas, ça va être un truc de fou. Et finalement, l'engrenage, il commence très rapidement. Et ben forcément, j'ai recommencé jusqu'à ce que je sois vraiment une consommatrice. Donc j'ai commencé vers l'âge de 15-16 ans. Et je me rappelle d'une histoire où mon père il raconte ça parfois. Il passait près du lycée, genre tranquillement, pendant les heures de cours, et moi j'étais dehors, toute seule en train de fumer.
Et mon père, il savait pas que je fumais. Parce que j'avais des techniques, hein. J'avais des techniques. Quand je sortais de l'école, j'avais mon parfum, je me parfumais, je prenais des chewing-gums. J'avais toutes les techniques possibles pour pas qu'on prenne l'odeur. Et ce jour-là, mon père passait. Ses yeux sont tombés dans mes yeux quand je prenais une taf. Mais comme ça, là, mon père, il s'est décomposé. Décomposé. Je me rappelle, j'avais pas envie d'entrer chez moi. Tellement je savais que j'allais me faire allumer, quoi. Donc, il y a eu cette période-là. Donc, il a vraiment su que je consommais des cigarettes quand j'étais au lycée. Mais la drogue, mon père, il m'a eu. Un jour, il m'a dit, ouais, il faut faire des analyses, là. Il faut qu'on voit un peu bilan sanguin annuel pour savoir un peu comment ça se passe et tout. Et il m'a fait faire des analyses, mais complètes, avec le fait de pouvoir détecter s'il y a ou pas du cannabis, du THC présent dans l'organisme. Et moi, j'ai été faire tranquillement mon test. Écoute, petite fille obéissante que j'étais. Voilà, j'étais. Et je me rappelle en fait que mon père, il m'attendait après l'école avec les résultats. Aïe, aïe, aïe. Et il a mis les résultats sur le bureau. Il s'est assis. C'est comme s'il est assis derrière moi, là. Il est assis, puis ses bras sont devant moi, là, comme ça. Puis il m'a dit, lisez. Et parce qu'il me vous voyait. Lisez. Et j'ai lu cannabis, 2 points positifs. C'était écrit noir sur blanc. Mais le pire, c'est qu'avant de rentrer, il m'avait dit, tu fumes du cannabis? J'avais dit non. T'es sûr que tu fumes pas du cannabis? J'avais dit non, papa, je fume pas de cannabis. Et après, j'avais honte. Je savais pas quoi dire. Mais j'ai continué à fumer du cannabis. Voilà. J'ai continué à consommer. J'ai continué, justement, comme on m'avait démasqué, j'ai continué à consommer énormément avec les amis. Et puis après, j'ai commencé à acheter. Il faut savoir aussi que mes parents se sont séparés entre-temps parce que mon grand-père est décédé. Donc ma mère est restée là où on vivait avant et mon père est allé vivre chez sa mère. Donc moi, je suis venue. Et là, en fait, j'ai commencé à réfléchir à des moyens pour ne pas être une fille privée. Parce que jusqu'à là, même au lycée, mon père ne me laissait pas sortir. Donc mon père avait des horaires de travail, genre de 20h à 6h du matin. Donc, comme il n'était pas là, à partir de 21h, j'étais dehors. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire toutes les soirées de Martinique. J'étais dehors tous les soirs, je fumais, je buvais. Et j'arrivais toujours vers 4h du matin, comme ça j'avais le temps de faire un shampoing, de me doucher, de brosser mes dents, de me parfumer, de me glisser dans le lit ni vu ni connu. Donc forcément, le lendemain, j'étais comme un zombie, parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Mais j'avais vraiment eu ce train de vie-là, non-stop en fait. Donc j'ai commencé à avoir premier petit copain, toutes ces choses-là et tout. Bien sûr, ils ont la voiture, donc j'étais vraiment partout. Et c'est là où je pense que j'ai expérimenté vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai commencé à avoir les premiers petits copains. Cette partie-là a été très tardive aussi, parce que forcément j'étais privée, donc j'avais pas trop accès à quoi que ce soit, même à l'école. Hein. Et puis il faut savoir qu'à l'école, j'étais pas trop celle qui plaisait en fait. J'étais très mince. J'étais pas vraiment celle qu'on draguait ou autre, donc j'étais vraiment solo. C'est vraiment quand j'ai commencé à sortir que j'ai découvert un monde et tout. Et donc les premiers petits copains, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, donc c'est mon analyse de moi maintenant, c'est que j'avais vraiment de la dépendance affective. Donc en fait, lorsque j'étais en couple avec quelqu'un, très jeune, j'avais déjà ce côté où tout reposait sur cette relation. Donc c'était mon univers, c'était voilà, mon copain, c'était vraiment celui qui me donnait de l'amour et tout. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment le côté maternel et paternel ils étaient présents pour moi physiquement, mais en termes d'affection, ils n'étaient pas là. Donc selon eux, ils faisaient bien. Il faut bien savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, comme ils pouvaient. Mais moi, je ne ressentais pas leur amour. Je ressentais juste des parents qui voulaient m'empêcher de faire ce que je voulais et vivre comme je voulais, quoi. Donc, toutes les relations que j'ai pu avoir ont été catastrophiques. Parce que justement, il y avait ce côté de dépendance affective, de violence. Et puis bien sûr, forcément, ton petit copain, il te trompe. Donc tu veux toujours battre la meuf en question. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Toi et moi, tu vas voir, je vais te régler. Toi et mon gars, là, ça va pas passer.
Donc il y avait toujours des situations conflictuelles où j'étais toujours dans des bagarres, dans des trucs. Et j'étais toujours déçue. J'étais toujours déçue. Et donc plus j'étais déçue, plus je fumais. C'était vraiment devenu mon exutoire, quoi. Dès que j'avais toujours besoin de fumer un joint, au réveil, au coucher. Et ça a duré pendant plus de 10 ans. Donc, là, on est dans la période où j'obtiens mon bac. Parce que j'étais déscolarisée. Comme je l'ai dit, je passais mon temps dehors. Donc, quand on va en soirée, on n'a pas le temps de faire ses leçons. Mais mon père, toujours très investi dans ma scolarité, m'a payé un professeur particulier qui est venu peut-être 2 mois avant les examens pour me donner tout le programme de la terminale. Donc j'ai toujours eu ce côté vraiment, quand je m'y mets à fond pour un objectif, je réussis. Donc j'ai quand même eu mon bac. Et par la suite, j'ai voulu partir à Paris, genre découvrir le monde et tout. Je voulais être maquilleuse professionnelle, donc je voulais aller à l'école Make Up Forever à l'époque. C'est ce qui était tendance il y a 10 ans. Donc, en fait, mon père, il m'a dit non. Il m'a dit, tu pars pas. Tu restes ici, tu vas faire tes preuves. Si tu veux faire de l'esthétique, il n'y a pas de souci, mais tu vas faire tes preuves. Encore une fois, à l'âge que j'ai maintenant, je trouve ça logique. Mais c'est vrai qu'avant, mon côté rebelle prenait automatiquement le dessus. Et j'ai dit, mais non, moi je vais partir. Et du coup, il a fait un deal avec moi, il m'a dit, écoute, tu fais ton CAP esthétique de 1 an, et si ça fonctionne bien et que tu es toujours intéressée, je t'enverrai là-bas. J'ai dit ok. Donc mon père m'a inscrite à l'école, il a payé 5 000 €. Je me rappellerai toujours du moment où il a signé le chèque là, 5 000 €. Et j'ai intégré l'école, donc au début ça allait. Le problème c'est que je ne pensais pas qu'en esthétique il y avait tout ça de matière. De la biologie, de la cosmétologie, tout ça là, je n'étais pas prête. Moi, j'étais juste venue pour faire du maquillage, je me retrouvais à faire des poses d'ongles, des beautés des mains, des beautés des mains, des beautés des pieds. Je me retrouvais à faire des soins visage. J'étais vraiment pas intéressée par ça. Et du coup, je suis partie de moi-même 1 mois avant l'examen. Donc dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est bon, j'en ai marre, je pars, je vais explorer le monde sans diplôme en France. Et je suis partie avec une ancienne amie d'ailleurs, qui elle aussi voulait partir en France. Sauf que, patatras, problème quand on est arrivé. Rien ne s'est passé comme prévu. Donc mon père a payé 5 000 € pour rien. Et en plus, quand je pars, rien ne se passe comme prévu. On a rencontré énormément de problèmes. Bien évidemment, tu pars avec une copine. Quand tu es en Martinique, c'est ta copine. Mais quand tu arrives en France, c'est plus ta copine. Parce qu'elle-même a rencontré un gars. Donc, forcément, tout le plan qu'on avait fait de trouver du taf en France est tombé à l'eau. Ça aussi, je vais raconter ça dans une autre vidéo. Ça va être pertinent. Et donc, du coup, je suis retournée en Martinique 5 mois après. Sans diplôme. Mais j'ai quand même eu des opportunités. J'ai pu travailler dans certaines entreprise réputée en Martinique. J'étais ambassadrice de marque, j'ai travaillé pour L'Oréal Luxe, Yves Saint Laurent. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer dans le métier de la beauté, de l'esthétique. Voilà. Donc, en termes de fréquentation, parce que comme je vous ai dit, mon cœur a souvent été brisé de par mes relations. Et il y a une relation en particulier. Celle-là, je crois que ça a été celle qui m'a fait vriller en fait. Je sortais avec un gars que j'aimais beaucoup, 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 mais qui me trompait non-stop. Mais non-stop. Même avec mes copines, il me trompait. C'était normal pour lui. Et chaque fois, il avait une excuse. Chaque fois, il avait une excuse. Et je crois que la goutte d'eau, ça a été qu'il m'a trompé avec une fille que j'aimais pas, en fait. Et là, j'ai vrillé. Je me suis dit, en fait, si avec les garçons, ça fonctionne pas, je vais essayer les filles. Et j'ai rencontré une fille. Et cette fille, elle avait le style garçon manqué et tout. Donc forcément, quand c'est garçon manqué, tu switches simplement en te disant, bon, c'est une fille, mais elle a le côté garçon manqué. Donc c'est beaucoup plus facile de rentrer dans ça quand c'est comme ça. Et je suis restée avec elle, je me suis attachée à elle. Et elle est repartie en France parce qu'elle était en vacances. Donc on avait passé des vacances super et tout. Et quand elle est repartie, ça m'a brisé le cœur. Donc j'ai dit, tiens, mais je repars en France.
Et je vais vivre ma vie, quoi, avec une femme, quoi. Limite, je m'étais dit, bon, ben, je vais pas avoir d'enfant, c'est pas grave, l'amour est plus fort que tout, c'est la femme de ma vie, tout ça. J'étais vraiment dans une bulle. Et finalement, quand je suis arrivée là, quand je l'ai rejoint, en fait, elle me trompait aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ni les hommes, ni les femmes ne sont bien. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté ça, mais du coup, je regardais déjà les deux sexes. Donc même si je sortais plus avec une fille, je voulais ni l'un ni l'autre, mais quand je regardais ce qui me plaisait autour de moi, je regardais les deux sexes. Là encore, ma vision, elle avait déjà changé. Par la suite, j'ai rencontré le père de mes enfants. Cette relation-là, ça a été très vite. Parce que quand on s'est rencontrés, on ne s'est plus jamais quittés. On a fait un date. Et à partir de ce date-là, on est vraiment restés ensemble, quoi. Et donc, au début, ça allait bien. Au début, ça va toujours bien. Au début, on est amoureux. Au début, il y a des papillons dans le ventre. Et rebelote, en fait, message de fille. Bien qu'il passait énormément de temps avec moi, il y avait quand même des choses qui me dérangeaient. Et c'est là où j'ai pu apercevoir des red flags. Donc, j'ai bien vu les red flags, mais je les ai ignorés. Donc, en termes de violence, je me rappelle, on avait eu un désaccord sur quelque chose et on s'était grave énervé, à crier l'un sur l'autre et tout. Et dans son énervement, il a frappé sa main sur le miroir. Et il y a un bout de verre qui est rentré dans son doigt, en fait. Et le sang a pissé partout dans la maison, il y avait du sang. Et il me criait dessus, et il mettait son doigt dans mon visage, il y avait du sang qui volait comme ça sur moi. J'étais là en mode, j'étais tétanisée, j'avais jamais vu autant de sang. J'étais en mode, oh mon Dieu, mais je suis dans quoi, là? Et il m'insultait de fou, et c'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, il a continué à m'insulter. Je me rappelle ce jour-là, j'ai laissé à l'hôpital. Je dis, hey, toi, tu fais trop le bad boy. Vas-y, va souffrir à l'hôpital. Et je suis partie. Et dans ma tête, je me rappelle, je me suis dit, non, c'est terminé, ce mec-là, c'est un malade. Je ne vais pas rester avec lui. Et l'emprise avait déjà commencé. Et c'est là où, le lendemain, quand il est revenu, j'ai dit, ok, je te pardonne. Allez, on recommence à zéro. Mais au-delà de ça, c'était vraiment quelqu'un qui était très affectif, très présent. Donc quand on a vraiment la dépendance affective, il y a beaucoup... ça comble en fait tous les défauts de la personne, on les enlève et on est à fond sur la relation au moment T. Et donc le temps a passé et on a décidé d'entrer en Martinique. Et quand on est rentré en Martinique, en fait, ses parents nous ont donné un logement. Et je pensais qu'en fait, la vie en Martinique allait être beaucoup plus belle parce qu'il avait énormément de mauvaises fréquentations en France. Que nenni! C'était pire. Erreur, c'était pire. Et alors, il faut savoir que je lui avais déjà dit que je voulais un enfant. Et il m'avait dit oui. Donc, j'ai arrêté la pilule. J'ai vraiment voulu ma première fille. Je savais déjà comment elle allait s'appeler. Je savais que ce serait une fille. J'étais déjà en mode, quoi. Et quand on est rentré en Martinique, c'est le moment où j'ai su que j'étais enceinte. Mais je ne l'ai pas su de la bonne manière. Parce que déjà, bon, j'avoue qu'avant de faire prise de sang, test et tout, je savais au fond de moi que j'étais enceinte. J'avais compris tout de suite dès le premier jour que j'étais enceinte. Mais il fallait patienter et donc on a eu une altercation. Ça a été la première et l'une des plus violentes. Je me rappelle que j'avais un tissage cousu à l'époque. Ouais, maintenant c'est des ponytails, tout ça, voilà. On a évolué depuis, mais avant c'était des tissages cousus. Il y a eu les lace wigs après, mais avant c'était cousu. Et je me rappelle, je m'étais bien coiffée pour entrer en Martinique. Et ce jour-là, il était rentré, alcoolisé, il avait passé une journée avec ses potes et tout. Et moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais c'est suspect, c'est bizarre, il sort d'où là, comme ça? Et il est allé se coucher. Et moi, j'ai fouillé dans son téléphone. Et quand j'ai vu encore des messages de filles, j'ai pété un câble. Et j'ai été le réveiller, je l'ai frappé, je l'ai bousculé, je lui ai dit, réveille-toi, c'est quoi ces conneries? Et tout. Et quand il s'est levé, j'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai vu quelqu'un d'autre, en fait. Et j'ai vraiment compris qu'en fait, il ne faut pas provoquer les gens. Parce que quand il s'est levé, il m'a attrapé par la tête. Et il m'a traîné au sol. Tellement que j'entendais le tissage craquer, crac, crac.
c'était cousu, ça s'est décousu. C'était chaud. Et au final, quand j'ai essayé de me dépatouiller de ça, je me rappelle, j'ai attrapé un marteau, je l'ai visé, je l'ai évité. Et lui-même, quand il a vu mon degré de folie, il a dit non, cette meuf-là, elle est trop dangereuse. Et là, il a décidé de me faire passer par le balcon, parce qu'on était au dernier. Et moi, j'étais là en train de regarder comme ça, j'étais en train de me dire, mon Dieu, mais là, je vais mourir en fait, c'est chaud ce qui se passe. Et là, j'ai senti qu'il fallait vraiment que je parte. Je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir de la maison, mais je me suis enfuie. Et comme par hasard, il y avait un camion pompier qui passait. Et j'ai fait, à l'aide, aidez-moi, aidez-moi. Et ils m'ont pris. Ils m'ont embarqué, je suis partie nu-pied. J'avais que mon téléphone, je ne sais même pas. Et je l'ai laissé en fait. Et arrivé à l'hôpital, ben, forcément, on a appelé mes parents, on a appelé ses parents, mes amis sont venus, et ben, là, en fait, on a nos 2 parents qui nous disent mais c'est quoi là? Il se passe quoi? Vous êtes comment là? Vous pouvez pas rester ensemble ou quoi? C'est quoi cette histoire? Pourquoi vous vous battez et tout? Et là, il y a confirmation que je suis enceinte, puisque forcément, on fait des analyses sanguines et tout, donc je vois que je suis enceinte sérieusement. Et là, je me dis, bon, ben, attends, je vais pas rester avec un gars comme ça, en fait, c'est bon, c'est mort. Eh ben non. Eh ben non. Il me présente ses excuses, je lui présente mes excuses, nos parents nous disent de nous séparer, mais nous, on reste ensemble. Et on retourne dans cette même maison. Et le cauchemar va continuer, ça va s'empirer, 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 on va se disputer, se chamailler, jusqu'à ce que je décide, bon là, c'est fini, je rentre chez ma mère. Et c'est là que commence le cauchemar. Je pense que c'est la période de ma vie où j'ai eu le plus de palpitations. Mon cœur a battu très vite et pendant longtemps parce que je ne m'attendais pas à voir encore une autre facette de sa personne. Et donc quand j'ai décidé de le quitter, il m'a dit non, 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 tu me quittes pas. Parce que si tu me quittes, je vais publier des vidéos de toi. Et moi, j'ai dit, tu me racontes quoi là? Quelle vidéo? Quelle vidéo de moi tu as? Et je me rappelle, ce jour-là, j'étais chez ma mère. Et il filme, en fait, il filme son ordinateur avec son téléphone. Donc, il ne m'envoie pas la vidéo. Il m'envoie la vidéo de la vidéo. Et je me vois en train de faire une fellation au petit matin, au réveil. C'est-à-dire, je ne suis même pas à mon avantage. Je suis en mode du n'importe quoi. Je vois la vidéo. On n'est pas encore à l'époque d'Instagram, là, tout ça. On est à l'époque de Facebook. Donc, il n'y a que ça. Et tout le monde y est. Je réceptionne l'information. J'ai pété un câble. Je suis arrivée chez lui. J'ai écrasé ordinateur, téléphone, disque dur. Tout ça s'est passé par la fenêtre. J'ai pris des coups. Je suis déjà enceinte, mais j'ai pris des coups. Il a pris des coups. On s'est battu. J'ai tout écrasé. Et quand je suis partie, j'ai dit, faut plus jamais que ça m'arrive, en fait, cette histoire qu'on me fasse des vidéos de moi à mon insu et tout, parce que le plus dur, c'est que j'ai jamais vu à quel moment il a filmé. Donc déjà là, ça m'a créé un traumatisme automatiquement de me dire que quelqu'un peut me filmer, quelqu'un peut avoir l'idée de me filmer pendant un rapport, ne rien dire, garder la vidéo, garder le silence et attendre le moment où il y a un litige pour me menacer. Normalement, j'étais censée le quitter, mais je ne l'ai pas quitté. Je suis encore revenue. Je suis encore revenue parce que nous, les femmes, c'est vrai qu'on a tendance à intérioriser les souffrances quand on porte la vie. Quand on va devenir maman, même quand on est maman, c'est vrai qu'on a ce côté où on recherche la famille et la stabilité pour nos enfants. Même si la personne elle est toxique, tu vas te dire ouais, mais c'est peut-être mieux qu'il y ait un papa et une maman. Donc, tu arrives à occulter en fait tout ce qui est négatif pour ton enfant. Et c'est ce qui m'arrivait à chaque fois. Je me disais non, pour ma fille, il faut que ce soit stable et tout. Donc, je suis revenue avec lui. Et là, j'ai vécu encore quelque chose qui m'a bousculée pendant cette première grossesse, c'est son accident. Il a eu un accident de moto.
Et le jour où il a eu cet accident de moto, déjà j'étais contre le fait qu'il ait une moto parce que on va avoir un bébé en fait. T'achètes pas de moto, tu vas mettre où le cosy en fait? Tu vois, t'achètes une voiture. Donc il a acheté une moto. Et il a eu cet accident de moto juste après m'avoir refusé de passer du temps avec moi. Je lui ai dit, viens, on va manger au resto, j'ai une envie de langouste et tout, emmène-moi à manger et tout. Il m'a dit, non, 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 va avec tes copines là, moi je vais avec mes copains. Et quand je suis partie, j'ai pas été très loin et il a eu un accident de moto pas très loin de là où j'étais. Et il a eu le temps de m'appeler pour me dire, ouais, j'ai eu un accident, viens me chercher. Mais je savais pas sur quoi j'allais tomber quand j'allais arriver sur l'accident, sur les lieux de l'accident. Et quand j'arrive, déjà je vois le mec là qui était avec lui, le passager, inconscient au bord de la route. Donc je sais pas s'il est mort, je sais pas ce qu'il a. Et lui, il est à terre. Donc j'arrive vraiment quand c'est frais, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, il est au milieu de la route. Et je mets ma voiture pour protéger, en feu de détresse. Et c'est moi qui me retrouve avec mon ventre de 8 mois, en fait, en train d'appeler les pompiers, la police, tout ça. Donc, ils arrivent et tout, ils me posent des questions, c'est qui? Entre-temps, le mec qui est inconscient, il est toujours inconscient, donc je ne sais pas s'il est mort. Mais il est pas mort, je vous rassure, il n'est pas mort. Et lui, en fait, c'est beaucoup plus grave que prévu, en fait. Donc, du coup, lui, il a sa jambe qui est cassée et il a une déchirure qui part des testicules à l'anus. Donc, c'est déjà très grave. Déjà là, on sait qu'il y a hôpital. Et donc, pendant tout ça, j'ai déjà des contractions en fait. Et je me mets dans un mood où je me dis, si je laisse mes émotions s'emporter, en fait, mon bébé va tout sentir. Donc, j'intériorise. Et donc, je me retrouve à être sur la route, à suivre la voiture des pompiers, etc. Et quand j'arrive, on me dit, en fait, vous n'allez pas le voir. Il est en salle de déchocage. Je ne savais même pas c'était quoi déchocage. Donc, là, on m'annonce que c'est grave. Et on me dit de repartir. Et là, je suis complètement déphasée. Donc, je suis en train de conduire la voiture sans musique. Je suis en train de rouler comme vraiment les gestes sont robotiques. Et j'entre chez ma mère. Je dis rien, bien sûr. Et pendant la nuit, j'ai extériorisé ce que j'ai vu. Ce qui veut dire que je me suis réveillée, toute gelée, parce que je n'avais pas de couverture. Mais je me suis mise dans la même position qu'il était sur la route quand je l'ai trouvé. Donc pendant mon sommeil, mon corps même a extériorisé le choc, quoi. Et donc c'est là où je me suis dit, ouais, en fait là, il faut que je fasse attention parce que je suis sur mon dernier mois et ça va être compliqué ma grossesse. Eh ben, j'ai continué à m'occuper de lui, bien sûr. Il est sorti de salle de déchocage. J'ai pu aller le voir le lendemain. On m'a mis Charlotte, gants, vêtements d'hôpitaux, tout ça pour rentrer le voir en réanimation. Et ce qui m'a choquée, en fait, c'est qu'il a un pote à lui qui lui a ramené un joint, en fait, dans cette salle, quoi. Donc le mec, il était branché à plein d'appareils. Il y a un mec qui lui dit, ouais, je t'ai ramené un joint et tout, t'inquiète, poto, ça va le faire, ça va aller et tout. C'est pour te dire le type d'entourage qu'il avait, quoi. Et moi, je suis en train de regarder le mec en mode, donc moi, j'ai passé une sale nuit, toi, tu ramènes un joint, quoi. Tranquille. Donc tout ça là, j'étais déjà en train d'accumuler beaucoup de choses. Ensuite, forcément, on lui a posé une stomie. Donc c'est quand on met une poche à ce niveau pour pouvoir détourner l'intestin et pour pouvoir aller à la selle, puisque c'était condamné en bas, logiquement, par rapport au choc. Et donc il a été à l'hôpital pendant plus de mois. Et j'allais à l'hôpital tous les jours. Donc en Martinique, on se gare sur un parking qui est loin, on marche longtemps, enceinte, avec des packs d'eau, du jus, enfin tout ce qu'il faut emmener à quelqu'un, quoi. Les trousses de toilette, serviettes, brosses à dents, savon, gants, bref, tout ça. Et en fait, quand il se réveille et qu'on commence à parler et tout, je vois qu'en fait, le mec, ça lui a pas fait prendre conscience. Il me dit, non, mais moi, je veux remonter à moto, ça arrive, c'est la vie de motard, il faut tomber et tout. Et moi, je suis choquée. Je suis en train de me dire, donc, ok, donc c'est donc ça. Bref, je vous passe les étapes. Entre-temps, je me retrouve seule. Déjà, je passais beaucoup de temps dans ma grossesse seule, que ce soit financièrement, parce que j'ai oublié de vous dire aussi que je travaillais jusqu'à mon 6e mois de grossesse. Donc j'ai économisé, je me suis vraiment préparée à la venue de ma fille.
Donc il fallait que je fasse les achats maintenant toute seule puisqu'il n'était pas là. Et là où on va dire que j'ai commencé à vriller dans ma tête, c'est parce que, étant couché sur son lit d'hôpital, il a publié toute ma préparation. C'est-à-dire que j'avais préparé le berceau, j'avais préparé les vêtements, les bodys, les moufles, tout, j'avais fait toute seule. Et forcément, il était alité, donc je lui ai envoyé les photos et il a tout publié sur Facebook. Et il a dit, regardez ce que j'ai acheté pour ma fille, alors qu'il n'avait rien acheté. Et je me suis fait incendier. Je pense que c'est l'une des premières fois où j'ai été incendiée et harcelée sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'il y avait un fan club de personnes qui sont venues me démonter pour dire « Ah, quelle mère irresponsable! Alors c'est donc le père qui achète tout pour son enfant. De toute façon, ça se voyait à sa tête qu'elle était irresponsable. Nanani nanana. » Et je me suis tapé une humiliation pas possible. Et ça déclenchait des contractions comme ça. Je voyais les gens derrière leur écran comme ça à m'incriminer, alors qu'en fait, c'est moi qui avais tout préparé. Là, ça m'avait déjà brisé. Là, ça m'avait déjà brisé dans mon rôle de mère, en fait. Parce que c'est se faire traiter de mère irresponsable alors que tu fais tout pour ton enfant, c'est juste injuste. En fait, c'est mauvais. Et là, j'ai dit, ok, bon, il le prend comme ça. Moi, c'est fini. Entre nous, c'est fini. Et encore une fois, je suis revenue. Est venu le moment où je devais accoucher et il a assisté à l'accouchement. Donc, il avait comment on appelle ça? Non, c'est béquilles. Oui, il avait une attelle, mais il avait les béquilles. Donc, il avait les béquilles et tout pendant l'accouchement. Donc, il était là et tout. Et donc, j'ai encore une fois permis que les choses se passent bien pour la venue de notre fille. Et par la suite, il s'avère qu'il avait encore une vidéo. Donc, nos conflits ont recommencé, tout simplement parce que j'ai constaté que c'est plus moi qui l'intéressais que notre enfant. Et quand j'ai décidé encore une fois de le quitter, il m'a menacée avec cette histoire de vidéo. Si tu me quittes, je publie une vidéo. Mais selon moi, j'avais déjà tout écrasé, donc il n'y avait pas de vidéo. Sauf qu'il avait encore filmé d'autres vidéos de moi. Et cette vidéo-là, particulièrement, donc je suis enceinte sur la vidéo. On habitait ensemble, donc forcément, je suis chez moi, donc je me balade nue après la douche. Et en fait, j'avais toujours un rituel pour masser mon ventre avec de l'huile et tout. Parce que, attention, je voulais pas les vergetures, surtout que lui, il ne cessait de me dire que, voilà, t'es enceinte, tu vas plaire à personne, c'est fini pour toi, la jeunesse c'est fini, tu auras des vergetures, ton corps va se déformer, tu es moche, tu sers à rien, en plus de ça, tu vas travailler au lieu de toucher la CAF, tu n'as rien compris à la vie. Bref, j'étais tout le temps dénigrée et insultée. Donc je voulais vraiment maintenir mon corps en passant de l'huile. Et en fait, ce jour-là, sur la vidéo qu'il a pris, je suis face au miroir, nue, en train de masser mon ventre. Et quand on filme de dos, on voit pas réellement que je masse mon ventre. On me voit les jambes écartées et on pourrait croire que je suis en train de faire quelque chose, limite me masturber. Donc de dos, tu ne pourrais jamais voir ma grossesse, puisque je crois que j'avais 5 mois comme ça, 5-6 mois. J'ai pas un énorme ventre. Et il me montre ça, quoi. Sauf que là, il va publier la vidéo. Il va publier la vidéo sur Facebook, la photo. Il va faire tourner la vidéo. Et là, mon téléphone commence à sonner. Donc là, on est en train de revenir il y a 10 ans en arrière. Le mot buzz n'existait pas. Le revenge porn, le mot qu'on attribue à ça maintenant, n'existait pas. Donc là, je crois que Kim Kardashian, elle avait fait son truc là quelques années avant, en fait, ouais. La sextape, tout ça, c'est des mots qui commençaient à émerger, en fait, on ne connaissait pas ça. Et moi, je fais face à ça, je n'ai jamais vu mon téléphone vibrer autant. Ce qui veut dire que j'ai pris énormément de temps à ne pas stresser parce que mon téléphone vibrait tellement, ça m'avait bousculé. Et les gens qui t'envoient la photo et la vidéo. Dis donc, c'est pas toi là sur cette vidéo? Dis donc, mais c'est bien toi, mais je te reconnais. Mais, pardon, mais pourquoi le père de tes enfants il fait ça?
d'où ça sort? Mais alors c'est ce que tu fais? Ah, t'es une vicieuse toi, ah, t'es chaude. Genre, je recevais des messages de partout, partout, partout. Parce que j'ai décidé de le quitter. Et là, ça a été vraiment le moment où j'ai dit non, en fait. Je ne vais plus jamais revenir avec lui après ça. Là, ça a été le moment où, non. Tu m'as menacé, ok. Ça n'a pas fonctionné, tu as mis tes menaces à exécution. C'est fait, ben, c'est le moment où je ne vais plus revenir avec toi. Et donc, quand je sortais dehors, ben, forcément, on me reconnaît, on me pose des questions, on me demande pourquoi, qu'est-ce que je faisais sur cette vidéo. J'essaie de dire que je suis enceinte, on me dit que je suis une menteuse, on ne me croit pas. Et ça a circulé en Martinique pendant un moment. Donc là, moi, franchement, j'ai disparu. J'ai disparu et il y a quelque chose qui s'est rajouté à cette souffrance. C'est que j'ai une amie à moi avec qui j'ai fait école. Elle s'appelait Laurie, qui s'est suicidée pour les mêmes motifs que moi. Ce qui veut dire que 3 mois après moi, elle a été victime de revenge porn où le garçon qu'elle fréquentait a publié des photos d'elle durant leurs ébats et nue en fait. Et on l'avait rencontrée, moi je l'ai rencontrée avant qu'elle passe à l'acte et elle m'en a pas parlé parce qu'elle était plus contente de rencontrer mon bébé, ma fille, on parlait et tout. Par contre, j'ai une de mes amies à qui elle en a parlé et elle a dit « je vais pas tenir. Je peux pas tenir cette humiliation, je peux pas gérer ça. » Et quand elle s'est suicidée, elle s'est tirée une balle dans la tête. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui se suicide pour les mêmes motifs que vous vous demandez automatiquement est-ce que vous ne devriez pas vous suicider aussi. C'est automatique. Le fait de voir quelqu'un passer à l'acte pour ça, automatiquement je me suis dit bon ben ok, ben si ça je me suicide aussi. Et c'était très 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 difficile à gérer, même d'en parler en fait, parce que quand on vit ce genre de situation, on n'a personne à qui on peut parler réellement. On n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie de s'ouvrir, parce qu'on est tellement déshumanisé, on est tellement jeté en pâture qu'en fait on se dit à qui on peut faire confiance. C'est hyper compliqué dans une situation aussi tragique de chercher de l'aide et d'en trouver. Donc j'ai tenu simplement, j'ai continué d'avancer. Son suicide était très dur pour moi, mais j'ai continué en fait. Et le temps a passé, et la haine que j'éprouvais pour les gens déjà depuis le collège et le lycée s'est amplifiée en fait. Là, je détestais les gens encore plus, surtout qu'ils continuaient à m'attaquer. C'est-à-dire que par rapport au fait que, en fait, quand le père de tes enfants t'humilie, plus personne ne te respecte. C'est ça. C'est-à-dire que on va plus, c'est comme si genre c'est ton mari qui te déshonore. Personne ne va t'honorer en fait. Donc tu es vraiment considéré comme la poubelle en fait. C'est bon, elle on peut la traîner, il n'y a pas de souci en fait. C'est le punching ball de la communauté quoi. Donc je continuais à recevoir des messages sur les réseaux. J'ai dû recevoir ça pendant 5 ans non-stop, des messages comme ça, de faux comptes, de personnes que je connais pas, qui m'insultent sans motif. Je me rappelle, j'ai publié des photos de ma fille quand elle est née. Elle avait genre 2-3 mois. C'était nouveau Instagram pour nous, donc forcément, avant qu'Instagram soit comme maintenant, là, ou que maintenant c'est l'influence, le lifestyle. Avant Instagram, c'était un petit catalogue de photos, en fait, où on mettait moi au cinéma, moi avec ma mère, moi avec mon enfant et tout. Et moi, je mettais ma fille. Et il y avait des commentaires sous les photos de ma fille. Ouais, c'est une mongolienne, elle a une tête de mongolienne, elle est moche et tout. Tout ça, parce que, l'harcèlement au quotidien. Et donc, je vous passe les détails. Les années ont passé, ma fille elle a grandi et j'ai coupé contact totalement avec le père de mes enfants. Quand j'ai quitté le père de mes enfants, j'ai eu vraiment ce côté, la débauche, ce côté dévergondé, où je ne recherchais pas réellement de relations sérieuses, bien que j'ai rencontré des personnes qui ont été très sérieuses avec moi et qui m'ont apporté énormément. Il y a d'ailleurs une relation en particulier où je suis restée 1 an et demi avec cette personne et cette personne-là a vraiment pris le temps avec moi. D'ailleurs, j'étais tellement brisée que je comptais vraiment sur cette relation. Vraiment, j'étais en mode je m'accroche
je m'accroche, c'est lui, je vais faire ma vie avec lui et tout. Donc quand il m'a quitté, oui, parce que c'est lui qui m'a quitté en fait, c'est ça l'histoire. C'est que j'ai fait une dépression sur une dépression. Voilà. Donc je suis rentrée vraiment dans un mood plus rien ne va, mon univers s'effondre, je pleure, je crie, je veux revenir avec lui mais lui il veut pas, il me next, il refait sa vie. Donc là vraiment je suis rentrée en mode allez, je veux rien de sérieux, tu me plais, si tu me plais ça va, on se voit un soir mais sans plus quoi. Mais c'est vrai que j'avais ce côté jeu. J'aimais beaucoup le jeu, c'était à l'époque de 50 nuances degrés. Et quand ce truc-là est sorti, là, ça a matrixé la tête des filles. Donc moi-même, je cherchais mon monsieur Grey jusqu'à ce que je le trouve. Et donc vraiment, j'avais ce côté taquine et tout, où on s'échangeait des messages, des nudes. Alors pas de façon explicite où il y avait ma partie intime qui apparaissait, mais il y avait vraiment ce jeu avec des sous-vêtements et des choses comme ça. Et tout était stocké sur mon téléphone. Donc, à un certain moment, effectivement, j'ai repris contact avec le père de mes enfants, tout simplement parce qu'on avait un ami en commun, qui est d'ailleurs un artiste connu en Martinique, dont je ne citerai pas le nom. Au début, on s'est fréquentés comme ça, juste pour voir ce que ça refaisait, juste pour se faire vibrer à nouveau. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est beaucoup aimé, le père de mes enfants et moi. Donc, on avait vraiment un truc très particulier entre nous. Et ne voilà-t-il pas que j'ai voulu un second bébé? Oui, eh oui, je sais, faut être folle, hein. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais j'avais toujours dit que je voulais deux enfants, et que je voulais 2 filles, et que je voulais 2 enfants avec le même père. Donc, tant qu'à faire, je suis retombée dedans. Sauf que, la personne n'a pas perdu ses mauvaises habitudes. Et entre-temps, j'avais pris mon appartement, j'étais bien, j'avais bien évolué, je travaillais, j'étais au top du top. Ah non, 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 non! J'avais perdu mon travail, oui, parce que quand le gars, là, il m'a quitté, j'ai aussi perdu mon travail. Donc en fait, il m'a quitté, j'ai perdu mon taf, et j'avais même engagé des prêts à l'époque. Je me suis retrouvée dans une galère. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc quand j'ai rencontré le père de mes enfants, je me suis dit, ben tiens, on va se remettre ensemble et tout, et puis on va construire quelque chose. Et puis ma fille, elle avait déjà 3 ans. Elle a rencontré son père pour la première fois. Les enfants, ils parlent. Les enfants, ils ont besoin d'amour. L'enfant, il a dit, maman, j'aimerais trop que tu te remettes avec mon père. Donc tout ça là, c'est des comportements de maman en fait. Et beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce que je suis en train de raconter parce que souvent, c'est nos enfants qui nous influencent. On sait ce qu'on vit, on connaît les souffrances, on sait ce qu'on encaisse, mais pour nos enfants, on pourrait tout encaisser. Donc on est retournés ensemble et du coup cette fois-ci il est venu habiter chez moi. Et là, cauchemar a recommencé. C'était chaud. Parce que premièrement, c'est un consommateur de drogue, c'est un consommateur d'alcool qui est entouré de très mauvaises fréquentations, qui sont aussi des consommateurs. Et il n'y a pas de rythme de vie en fait. Il n'y a aucune discipline, c'est la décadence. C'est sortir à des heures pour entrer à n'importe quelle heure, manger à n'importe quelle heure. Et en fait, il n'y avait pas de cadre réellement pour une bonne éducation. Donc ça, j'avais déjà remarqué. Mais au début, je me suis dit, ça va le faire. J'ai fixé des règles, donc pas de copains à la maison, on rentre pas tard. En plus, je suis tombée enceinte une seconde fois. Donc je voulais vraiment vivre ma grossesse différemment de la première. Ça a été pire. Premièrement parce qu'il rentrait à des heures de ouf. Ses amis venaient faire du chahut en bas dans ma résidence. Quand il rentrait, il était défoncé. Il y a un jour, je me rappelle, il est rentré. Il était tellement cadavre qu'il a uriné dans notre lit. Et moi, j'étais en train de dormir avec mon petit ventre et je sens un truc chaud dans mon dos qui est en train de couler pendant que je dors. Quand je me réveille, je vois ce qui est en train de se passer. Je me dis non. J'essaie de le réveiller. Je vois qu'il ne se réveille pas. Ça coule toujours. Je suis en train de me dire, mais je suis en train de vivre un rêve éveillé. C'est pas possible. Donc on est vraiment arrivé à des extrêmes, sans compter qu'on se disputait toujours autant. Et c'est là où je lui ai dit, écoute,
toi et moi, ça va pas être possible. Il faudrait que tu partes. Pour la 75e fois. Ouais, la 10 000e fois. Et je dis, ça va pas être possible, en fait. J'ai essayé, mais je peux pas. Et puis sans compter, bien sûr, les SMS aux femmes, les tromperies, les manques de respect à tout va, les injures. Donc, le problème qui s'est posé cette fois-ci, c'est que quand on est chez soi, on a son téléphone. Donc moi, j'ai toujours 2 téléphones. J'ai toujours été comme ça. J'ai mon iPad, j'ai mon ordinateur. Et ceux qui ont Apple, ils savent. Apple, tout est connecté. Donc même si je pars de mon domicile, une fois que tu as mon code de téléphone, tu as le code de mes appareils. Et le problème, c'est que j'avais mené une vie de débauche avec mes différentes gérances, c'est tout. Mais pour moi, c'était mes secrets, c'est ma vie, quoi. Je suis célibataire, je fais ce que je veux. Oui, parce que je ne connaissais pas Jésus. Et donc, le mec, il a tout pris. Tous les fichiers. Tous les fichiers. Toutes les photos. Toutes les conversations. Toutes les vidéos. Il a tout pris. Il a envoyé à son pote, cet ami qu'on a en commun. Et cet ami qu'on a en commun m'a appelé pour me dire « Ouais, mais tu déconnes, c'est quoi ces conneries? Tu fais quoi? Pourquoi tu as tout ça de photos, des vidéos sur ton téléphone? Nanana. » En fait, j'étais célibataire, les gars, je fais ce que je veux, je dois rien à personne. Et quand je lui ai dit « Écoute, toi et moi, c'est terminé », il m'a dit « Tu sais quoi? Si tu me quittes, si tu me mets dehors de chez toi, je vais tout balancer. » Et il a pris une personne en particulier dans ce lot de personnes. Et il m'a dit, on va penser que c'est ce mec-là qui a fait ça. Parce qu'effectivement, j'avais une relation de proximité avec ce gars-là. Et je l'aimais beaucoup d'ailleurs. Mais il ne l'aimait pas parce que du coup, le père de mes enfants, il a un style de bad boy. Et l'autre là, il a un style de binoclard. Donc pour lui, c'est 2 extrêmes. Il n'a pas pris la blague. Il m'a dit, ah, tu fréquentes des mecs, ce genre de mec-là, tu te moques de moi et tout. Et moi, j'aimais bien l'autre gars, tu vois. Il était tout cute, tout gentil. J'avais vécu que des choses méchantes dans ma vie. J'avais vécu que de la violence. Lui, il était gentil, il était tout doux, il parlait bien, il parlait français. Il était éduqué. Moi, j'aimais bien son profil, tu vois. Ça sentait mauvais. Et moi, j'étais enceinte et mon ventre, il commençait déjà à pousser. Ce qui fait que pendant toute cette grossesse-là, c'était du chantage. Les photos, il les a pas publiées tout de suite. Il n'a pas publié pendant ma grossesse, tu vois. Il a vraiment attendu. Donc c'était vraiment du chantage. Je dormais pas bien. J'ai même essayé d'appeler le gars en question, là, le petit, là. J'ai dit, ouais, tu sais, le père de mes enfants, il me menace, il me fait ci, il me fait ça. Mais en fait, le gars, il s'en fout de tout, en fait. Lui, il était là pour prendre son pied. T'as des problèmes, ça le regarde pas, tu vois. Donc je me suis retrouvée toute seule à gérer ces problématiques-là. Et c'est reparti, l'harcèlement sur Instagram. Je me rappelle, j'avais mis une combinaison verte et j'ai fait une photo, genre, avec mon ventre et tout, de profil. Et bon, bien sûr, je ne pourrais pas te dire qui a fait un montage. Ils ont pris le petit alien des Men in Black. Tu vois lequel, là? Ceux qui boivent le café, là. Ils sont tout petits, là, ils aiment bien les potins. Ils ont pris ce petit alien-là et ils ont mis ma photo à côté. Et ils ont dit, c'est moi, avec mon ventre. Et bien sûr, ça circule sur l'île de la Martinique. Et tout le monde se moque de toi, tout le monde se fout de toi, tout le monde te pointe du doigt, tout le monde est en train de t'assommer pour un montage qu'une personne a fait, en fait. Et avec le background que moi j'avais, revoir mon téléphone qui sonne parce qu'on m'envoie des trucs, c'était trop. Donc j'ai tenu, j'ai dit ok, bon, je vais rien dire. Mais je sentais déjà qu'il y avait une case qui allait éclater dans ma tête. Je sentais que... Attends, excuse-moi. Mon cheveu, il est pas bien, mais tu me dis même pas ça. J'ai senti, ça me caressait. Si, j'ai senti. Bref. Ouais, je sentais déjà qu'il y avait une case qui allait éclater dans ma tête. Et dans tout ça, j'essayais quand même de préparer l'avenir de ma fille financièrement. Donc, il faut savoir que j'ai toujours été, certes, dans le milieu de la beauté, de l'esthétique, mais aussi dans le digital. Et j'avais été contactée pour la création d'une télévision numérique. Et à cette époque-là, malgré tous mes problèmes, j'avais le temps de travailler et de fournir des stratégies de communication à cette entreprise. Et quand j'arrivais,
jusqu'à ce que j'accouche et plus, on m'enregistrait. Donc on prenait tous mes projets, toutes mes visions, toutes mes stratégies. Et quand est venu le moment de me rémunérer, en fait, et de confirmer, en fait, notre travail, on m'a juste nexté, on a pris tous mes projets. Là, franchement, c'était le truc de trop, en fait. J'avais créé une télévision numérique, digitale, que je pouvais appliquer à plusieurs influenceurs. Je pouvais dupliquer ce projet-là à volonté. C'était un truc qui était génial. Et on me l'a volé, tranquillement, sans pression. Et on m'a dit « ciao ». Là, ça faisait déjà une troisième case là, qui était déjà en train d'allumer. Et là, je me suis dit, quand je vais accoucher, en fait, du moment où ma fille va faire ses nuits, je vais tous vous allumer. Vous tous là en Martinique, là. Je ne vais pas regarder à qui, en fait, parce que ça fait des années que je suis harcelée, que je dis rien, en fait, que je subis, que... Tu sais, personne n'est parfait. On a tous nos défauts, on a tous fait des choses qui n'étaient pas correctes, mais subir un harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui est injuste. Et je souhaite vraiment ça à personne parce que psychologiquement, c'est une dégradation lente et douloureuse. Bien sûr, tu ne pourras pas l'expliquer à tout le monde puisqu'ils ne sont pas harcelés, donc ils ne pourront pas comprendre ce que tu vis. Et là, j'ai dit, alors là, quand je vais accoucher, ok, on va régler nos comptes. Et j'ai accouché. Je me suis occupée de ma fille pendant les 3 premiers mois. Le père de mes enfants me menaçait toujours. J'ai dit ok. Je me rappelle aussi, avant d'arriver à l'accouchement, j'ai fait une vidéo sur YouTube, enceinte. J'ai appelé à l'aide. J'ai dit je vis un harcèlement. Je vis des choses qui sont trop difficiles pour moi à gérer. On me maintient dans le silence. Je suis quelqu'un qui subit du chantage tout le temps. J'ai essayé de déposer plainte. Rien du tout. De toute façon, à cette époque-là, les gendarmes ne comprenaient pas ton langage. Tout simplement parce que maintenant, il y a des lois pour le cyberharcèlement. Avant, il n'y avait rien. Tu arrivais, tu déposais plainte pour ce genre de choses-là, la police ne te comprenait pas. Ou bien, on te disait que tu as bien cherché ce qui t'arrive. Okay. Si une personne possède des photos de toi à ton insu, c'est que tu lui as forcément envoyé les photos et que c'est bien fait pour toi. Donc, d'un commissariat à l'autre, d'une gendarmerie à l'autre, on avait des personnes en fait limite qui faisaient rien et c'était classé sans suite. J'ai dit ok, c'est donc ça, on va régler nos comptes. Et quand j'ai accouché, du coup, je me suis occupée de ma petite fille jusqu'à ses 3 mois et je me rappelle du jour où j'ai dit à ma mère, voici mes enfants. Tu vas t'occuper de mes enfants, j'ai des trucs à faire, ça va être très chaud. Moi j'ai prévenu mes parents avant. J'ai dit ce que j'allais faire. Je ne suis pas arrivée à péter les plombs sur les réseaux sociaux. J'ai dit ce que j'allais faire. J'ai dit là, ce que je vais faire là, je sais que ça va être dangereux, mais il faut que ça cesse. Par la grâce de Dieu, j'ai eu 2 accouchements sans problème. J'ai accouché rapidement, j'ai pas eu de complications. Et ça montre que Dieu m'a toujours préservée, même si je ne le connaissais pas. Quand les 3 mois sont arrivés, j'ai décidé d'harceler maintenant les gens sur les réseaux sociaux. Et le projet qu'on m'avait volé, je l'ai appliqué à ma plateforme Instagram et je l'ai leaké en fait. J'ai créé une télévision numérique avec pour thématique la vie des gens. Mais entre-temps, il faut savoir aussi que j'étais déjà bien dans la sorcellerie de par le fait que dans mon enfance, je connaissais certains fonctionnements et que je me suis aussi documentée. Parce que j'avais déjà eu le côté voyance médiumnique qui se manifestait. Bien sûr, je ne connaissais pas encore le prophétique. Donc forcément, tout ça se manifestait en moi. Et je voyais la vie des gens. Et comme je pratiquais aussi les rituels sorcelleriques, tout ce qui était rituel en fonction des solstices, rituel en fonction de la terre, de l'eau, phytothérapie, lithothérapie, les bougies, la cartomancie, la canalisation angélique, toutes ces choses-là, j'avais vraiment baigné dedans. Et plus mon cœur était brisé, plus je reposais dans ça. Et c'était vraiment 2 mondes différents. Donc, mélanger le digital, la sorcellerie, la haine que j'ai pour les gens, l'harcèlement, tout ça, ça a fait un cocktail Molotov. Et c'est comme ça qu'est né Ivy TV. Alors Ivy TV, Ivy pourquoi? Parce que Ivy c'était mon ancien surnom.
Ivy Diamond, c'était mon ancien surnom. Donc c'était le nom de mon Instagram. J'ai créé Ivy TV. Et pendant 9 mois, j'ai démonté la Martinique. Sans pression. Tout le monde a appris. En passant par le procureur, en passant par le père de mes enfants, en passant par cet artiste, en passant par tout le monde. Tout le monde. Si quelqu'un s'en prenait à moi, c'était clair que je lui faisais du rentre dedans. Et c'était clair que je savais ce qu'il faisait dans sa vie, dans le secret. Et donc tous les arguments que j'avais étaient des informations privées que je dévoilais sur la place publique. Tu penses bien que ça n'a pas plu à tout le monde, tu penses bien qu'on m'a tabassé. On m'a tabassé, je me suis battue, j'ai fait de la garde à vue, j'ai été jugée pour diffamation. Ça a été très très loin cette histoire. Et plus je m'enfonçais dans ça, plus je pensais que j'allais me sentir bien. Dans ma tête, quand j'ai fait ça, je me suis dit, quand je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces, je vais me sentir bien. Quand je vais les harceler, quand je vais être méchante, quand je vais faire ce qu'ils me font, quand je vais leur faire ressentir ce que je ressens, quand ils vont palper ma douleur en la ressentant, je vais être bien. Faux. Ça a été tout l'inverse. Et là, je me suis enfoncée dans la dépression, en fait. Je consommais... Ah, mais c'était dépression sur dépression sur dépression, jamais... Soi-disant indétectable, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est fort. Comme on est fort, on a la carapace d'être quelqu'un de fort, donc on gère et tout. On avance, mais on est de plus en plus brisé. Et donc, forcément, je perdais du poids parce que je fumais plus que je ne mangeais. Je pouvais faire des joints de cette taille-là, cette grosseur-là. Je faisais un joint entier, je m'achetais la moitié d'une plaquette de shit, je finissais ça en 1-2 semaines. Mais c'était vraiment dingue. J'avais un train de vie où si j'avais pas de drogue, je partais de chez moi. Même si 1h du matin, je vais sur la place, j'achète de la drogue en fait. J'étais vraiment... Ma respiration dépendait de ça. Il fallait que je puisse oublier, me sentir bien. Et le temps d'un instant, puisque forcément la hauteur redescend. Donc plus je fumais, plus mon corps s'habituait à la drogue et moins je ressentais. Donc plus j'augmentais les doses. Et moins je mangeais. Et plus je maigrissais. Donc je pesais 45 kilos et j'avais le visage creusé en triangle. Et... j'étais dans le déni. Donc ma mère, elle me disait, mais Elodie, tu es maigre. Et je m'énervais, non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça, je suis maigre? Je suis mince, mais je suis pas maigre. Tu racontes quoi et tout? Non, non, non. Et je m'énervais. Je voulais pas entendre ça, que j'étais maigre. C'est quand je regarde les photos, là, je dis, ah Jésus, tu es bon. Tu m'as aimé le premier. Un jour, après avoir fait tous les buzz, tous ces trucs-là, je pleurais, je me regardais, je disais, mais Seigneur, je comprends rien. Je croyais que j'allais me sentir mieux. Je croyais que quand j'allais me venger, en fait, j'allais être bien, mais je me sens encore plus mal. Bon, je parle comme ça là, mais j'étais très arrogante, très insolente. Et je regarde genre le ciel, genre, ouais, tout le monde parle de toi, Dieu, 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 moi... Je vois pas de Dieu là en fait. Donc quoi, c'est quoi cette histoire de Dieu? Et je dis à Dieu, écoute, tu sais quoi? Si tu existes, délivre-moi de la drogue et je te chercherai et je te suivrai. Et quand j'ai dit ça, je suis allée me coucher, il était 1h du matin. Et je me suis réveillée, automatiquement, rituel de fumeur, je roule un joint. Sauf que j'ai pas envie. Je me retrouve au contraire à jeter les outils là pour rouler mon joint, ma table, mon briquet, mes feuilles et tout. Je me retrouve à nettoyer. Et je trouve ça bizarre. Donc je regarde du genre, t'es comme ça, genre, j'ai pas envie, genre. Le soir arrive, j'ai pas envie. Le lendemain arrive, j'ai pas envie. Le 3e jour arrive, je n'ai pas envie. Et je me rappelle que quand j'allais me coucher, je dormais, j'entendais Jésus, 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 Jésus. Je me réveillais avec que le nom de Jésus qui tournait en boucle dans ma tête. Je dis, mais attends, c'est pas possible, je deviens folle ou quoi? Pourquoi je pense qu'à Jésus? C'est quoi cette histoire de Jésus? Et bon, on connaît tous ce Jésus. Comme j'ai dit, moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'étais baptisée bébé, j'étais au catéchisme, j'étais enfant de cœur. Donc je connais tout le protocole de l'Église catholique. Je le connais, j'étais à côté du prêtre.
Je sais que, voilà. Mais c'était pas pareil, c'était pas le Jésus là comme je le connaissais. Et donc, la phrase me revient, je te chercherai et je te suivrai. Donc je dis, tiens, je vais lire la Bible. On a tous une Bible chez nous. Donc je prends la Bible. J'ouvre Ancien Testament. Moi, je connais pas. Ancien Testament, je comprends rien. Je vois juste que telle personne, il monte, il a fait tuer telle personne. Je me dis, mais c'est quoi ce Dieu-là qui tue les gens encore là? C'est quoi ces conneries-là? Oh, c'est bon. Et je jette la Bible à terre. Donc j'envoie à terre. Je dis, c'est bon. Moi, je comprends rien. Je regarde Dieu, je dis, bon, il faut que tu m'envoies quelqu'un là. Parce que moi, je comprends rien. Je continue ma vie. Et ma mère, quelques jours après, ouais, même une semaine après, ma mère m'appelle, elle me dit, ouais, Elodie, viens, allons payer le loyer avec moi. Je regarde ma mère, je dis, maman, je sais pas que ça va faire que payer ton loyer, ça dit, enfin, je sais pas, chacun paye son loyer, quoi. Elle me dit, non, mais ça va te faire du bien, ça va te faire un peu sortir et tout, viens avec moi. Je dis, ok. Donc à l'époque, perruque verte, piercing, non-stop, tu me vois en mode, tu te dis, elle là, problème. Mais je respecte beaucoup ma mère parce que elle, peu importe mon apparence, elle a toujours été avec moi. Toujours été avec sa fille, peu importe ce que les gens y disaient. Autant mon père, lui, mais ma mère, elle a toujours été là. Bien sûr, je vous ai passé les détails quand j'ai fait beaucoup de bruit en Martinique avec les buzz et tout. C'est un petit peu dangereux et pour ma vie et celle de mes parents. Donc, ils ont toujours été là, malgré tout. Jusqu'à maintenant, ils le sont. Donc, big up à mes parents, écoute. Donc, ma mère me dit, on paye le loyer. Et donc, quand on va payer le loyer, nos parents ont toujours une dame qu'ils connaissent. Pas trop, mais à qui ils disent bonjour. Et puis, ils disent, oui, dis bonjour, c'est ma fille. Et donc, cette femme arrive et me salue. Et la dame me regarde, elle me dit, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu va faire des choses avec toi. Moi, je regarde la dame, je dis, ah bon? Quoi donc? Et là, alors il faut savoir qu'à cette période, je ne connais pas le parler en langue, le Saint-Esprit, je connais rien du tout, moi. Ce que je connais, c'est la sorcellerie. Donc l'énergie christique, la kabbale, l'astrologie, la cartomancie, comment on appelle ça? Les voyages astrales, le Reiki, voilà, la religion New Age. Moi, je suis à fond dans ces choses-là. Donc, en fait, je regarde la dame, genre, c'est-à-dire? Et là, le Saint-Esprit tombe sur elle. Et elle commence à se courber et à déclarer sur ma vie. Tu vas toucher les nations, tu vas évangéliser, tu vas parcourir les nations, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Et je réponds, ah ok, oui, d'accord. Je regarde ma mère et puis elle commence à parler en langue. Je fais à ma mère, ta pote elle est bizarre quand même. C'est quoi ça? Et donc ma mère elle bouge pas elle-même, ma mère elle sait pas quoi me dire, tu vois, et on est là en train de regarder la dame et elle reprend ses esprits. Le Saint-Esprit retombe sur elle et elle recommence à prophétiser et elle recommence, et cette fois-ci elle tient mes mains et me dit reçois au nom de Jésus. Et je reçois, je dis, alors je répète, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne comprends rien de ce qu'elle dit, mais je dis je reçois au nom de Jésus. Et à ce moment-là précisément, je sens une paix qui monte en moi. Un truc que j'ai jamais expérimenté, un truc que je connais pas, un truc qui, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je dis rien à ma mère, mais je sens ça. Et plus elle dit ça, plus je dis, je reçois au nom de Jésus, et plus elle déclare. Donc il y a un échange en fait spirituel qui est en train de se passer. Et je pense une grosse délivrance qui est en train de s'opérer en moi là, parce que des entités, j'en avais. Et en fait, ça recommence, elle le fait une troisième fois, et je redis encore, je reçois au nom de Jésus. Et là, je me sens remplie. Je me sens bizarre. Je dis, mais c'est quoi ça? Et dans mon cœur, je sens qu'il faut que je garde contact avec elle. Donc je lui dis, écoutez madame, je ne vous connais pas, je vais prendre votre numéro là. Le Jésus dont vous parlez là, je veux le connaître. Et donc on la laisse, on part, je suis choquée. Je rentre en voiture avec ma mère et sur la route, j'entends
Enfin, je m'entends et je me revois dire « Envoie-moi quelqu'un parce que je comprends rien ». Et c'est là où j'ai la conviction qu'en fait, cette femme-là devra m'enseigner. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, je ne veux pas savoir vos histoires d'église là. Pasteur, ça m'intéresse pas parce que moi, j'ai toujours entendu que les pasteurs, c'est des pédophiles. Donc, s'il y en a un qui est pédophile, pour moi, ils sont tous pédophiles. C'est ça les informations qu'on voit, nous. Nous, quand on est dans le monde, dès qu'il y a des choses sur l'église, des choses négatives, c'est ce qu'on retient en fait. Et comme on connaît pas, donc pour moi, l'église, pour moi, c'est des sectes, c'est des trucs bizarres, donc je veux rien savoir. Mais cette femme-là, j'ai la conviction qu'elle va m'apprendre des choses. Et en rentrant chez moi, je l'appelle et je lui dis bon, ben j'appelle pour connaître Jésus, ce Jésus-là et tout. Et elle me dit écoute, je veux bien t'enseigner, mais il faudra te taire en fait. Pardon, parce que à chaque fois qu'elle voulait me dire quelque chose, le peu de temps qu'on a parlé, je disais oui, oui, je connais. Oui, je fais ça avec mes bougies. Oui, oui, je connais. Ah oui, 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 ça j'ai déjà fait. Hein. Ah ok. Et en fait, c'était pas la bonne doctrine. Donc, juste tais-toi. Tais-toi en fait. J'ai dit ok, je vais me taire. Je vais écouter la dame. Et cette femme, en fait, est venue pendant 3 mois, tous les dimanches, chez moi m'enseigner. Elle venait avec son carnet de louanges, son lutin, avec son enceinte. Elle venait à jeun, elle m'emmenait des fruits. Elle m'a même fait des cadres avec des psaumes et tout pour décorer chez moi. Elle était hyper méticuleuse. Elle faisait même le ménage avec moi. Après, il a fallu, bien sûr, pendant ce processus-là, tout jeter. Parce que j'avais là les livres. J'avais des livres. Je passais mon temps dans des boutiques de sorcellerie, en fait. Et j'achetais des livres comme ça. Il y avait un rayon, là. Il y avait des trucs, oh là là, des rituels. J'avais toute une panoplie. J'avais tout un espace. J'avais fait un hôtel, en fait, chez moi pour ça. Et plus elle m'enseignait, plus j'avais des révélations, plus j'avais des convictions. Et ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est d'étudier en amont soi-même. Elle m'enseignait, j'étais convaincue, mais attention la secte. J'ouvrais ma Bible. Je lisais moi-même, je priais pour que Dieu me parle et qu'il me dise ce que ça voulait dire. Et quand j'avais la révélation, je pleurais. Oh Seigneur Jésus, c'est donc ça. Tu m'aimes en fait. Dieu, ah c'est ça. J'ai perdu mon temps, ça fait 26 ans, j'étais là, j'étais perdue. Qu'est-ce que je faisais et tout. Et ça a continué comme ça pendant 3 mois. J'avais des révélations. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'étais perdue. C'est donc ça l'amour de Dieu. Plus j'évoluais comme ça avec les enseignements, plus j'avais soif. Plus je cherchais. Après, j'ai commencé à chercher sur YouTube les enseignements, les délivrances, la repentance. Alors quand j'ai découvert c'était quoi la repentance, j'ai compris la repentance. Je suis devenue parano. J'ai dit Seigneur, il faut que je me repente sur toute ma vie. Je vais faire des listes parce que si je sors dehors et qu'une voiture m'écrase, j'irai en enfer. Et je suis devenue une fille hyper disciplinée. Je faisais des listes de repentance par thématique. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai couché avec lui. J'ai couché avec lui. J'ai couché avec lui. Parce que j'ai fait ça. Parce que j'ai dit ça. Parce que j'ai fait ci. Parce que j'ai fait ça. La sorcellerie, je te demande pardon. Parce que j'ai fait ça. Parce que j'ai fait ça. J'ai fait telle incantation. Je faisais ça non-stop. Non-stop. Et je pense que c'est ça qui m'a propulsée en soi. Et qui m'a permis de rapidement comprendre et surtout briser beaucoup de liens. Donc après les 3 mois, je lui ai dit qu'il fallait me baptiser. Je lui ai dit là, je suis prête. C'est bon, il faut me baptiser. Elle m'a dit non, 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 c'est pas comme ça. Moi, j'ai jamais baptisé personne. Le Seigneur, il m'a pas dit ça. Non, non. J'ai dit pardon. La parole dit ils entendirent, ils crurent et furent baptisés. Baptise-moi, je crois. J'ai entendu, je crois. Je crois vraiment que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est mon sauveur. Donc tu me baptises. Elle m'a dit écoute, je vais prier, je vais voir ce que Dieu me donne comme directive et s'il me dit oui, je vais te baptiser. Le lendemain, je t'ai baptisé à 8h du matin. Et on n'a pas perdu de temps. Et quand je me suis baptisée, ça a été l'une des expériences les plus glorieuses de ma vie parce que j'ai vraiment senti que j'étais une autre personne. J'ai vraiment senti que l'ancienne version, l'ancienne personne que j'étais était décédée. C'était palpable en fait. J'étais plus la même personne.
Je pouvais plus faire les mêmes actions. Et j'ai commencé à me dépouiller, en fait. Je mettais plus d'anneaux, je mettais plus de faux cheveux, je mettais plus de make-up. En fait, tout ce qui m'intéressait, c'était repartir à zéro avec Dieu. C'était mort, en fait. Limite, tu aurais pu dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est malade. Elle a une maladie, pourquoi elle est comme ça? Mais tous mes vêtements d'avant, j'ai jeté. Toutes mes paires de chaussures. Je me disais même que, non, là, j'étais en soirée avec ces talons-là. Je jette. J'ai jeté tous les vêtements, tous les sous-vêtements, toute la sorcellerie, tous les livres, toutes les pierres, toutes les herbes. J'ai jeté toutes les lace wigs que j'avais, j'ai jeté. J'ai tout jeté en fait. Il restait rien du tout. J'avais même plus de vêtements pour sortir. J'ai juste gardé des trucs que je remettais en fait. Mais j'avais vraiment envie de me dépouiller, de tout enlever. Et puis tous mes piercings. Bon, j'en ai encore, mais ça, c'est Dieu qui me permet, ça n'a rien à voir. Mais je parle vraiment des piercings, la langue, le nombril, des trucs vraiment où je sentais que c'était plus un accord, quoi. Et a commencé le processus. Là, j'ai vraiment senti que ma vie était nouvelle et que j'avais droit à une seconde chance. En fait, ce qui m'a touchée vraiment, c'est quand j'ai compris qu'en fait, je ne vivais pas encore ma vie et que tout ce que j'avais fait avant, pour Dieu, n'avait pas de valeur. Que maintenant, c'est là où maintenant j'avais droit à une seconde chance d'être quelqu'un de bien sur terre, d'aimer les autres. Mon cœur qui était brisé, toute la haine que j'avais en moi, ça a disparu instantanément. C'est-à-dire que j'étais délivrée de la drogue instantanément, mais la haine là, ça aussi c'est parti, tu vois. Je suis vraiment devenue quelqu'un qui était... Bon après j'étais hyper zélée, c'est vrai. Donc je parlais que de ça parce que comme pour moi c'était un miracle, il fallait que j'en parle, il fallait que je le dise à tout le monde. Donc bien sûr sur les réseaux sociaux tu penses bien que tout le monde s'est moqué de moi. Genre, alors elle là, celle-là là, qui a fait tout ça dans sa vie, c'est elle qui va nous parler de Dieu là. Celle-là là, genre Dieu l'a sauvée, genre. Bien sûr les chrétiens m'ont bien accueilli. Voilà, chrétien reconnaît chrétien. Ils m'ont bien accueilli. Mais les gens du monde, là, ah non. Pour eux, et jusqu'à maintenant, c'est illégitime que moi, je parle de Dieu parce que je reviens de trop loin. Mais ce qu'il y a, c'est que je reviens certes de très loin, mais j'ai toujours exposé ma vie. Donc moi, on sait ce que je faisais. Et c'est pour ça que la première des choses que j'ai fait, c'est des excuses publiques. C'était la première chose que Dieu m'a mis à cœur, c'est des excuses publiques. Parce qu'il fallait que je cherche, non pas à être pardonnée par Dieu, parce que j'avais déjà été pardonnée par Dieu, mais à réparer le mal que j'avais fait autour de moi. Certes, j'avais été méchante avec les autres parce qu'on avait d'abord été méchant avec moi, mais il fallait que je demande pardon. Et ça a été l'une de mes délivrances et l'une de mes victoires. À partir de ça, là, j'ai commencé vraiment à expérimenter des trucs avec Dieu, tu vois. Puis bien sûr, j'ai eu mon église. J'ai eu ma première église dans laquelle j'ai fait 3 ans, qui m'a énormément enseigné. J'ai pu être restaurée et c'est ça en fait. Quand tu te convertis, la première chose à faire, c'est chercher la restauration. Chercher à comprendre comment le diable s'est servi de toi, comment il t'a humilié, comment il t'a brisé, comment il t'a malmené. Et quand j'ai parlé de la pornographie, tout à l'heure, c'est l'une de mes prières qui m'a permis de voir que j'avais été cet enfant qui a regardé de la pornographie. Ce qui veut dire que avant, quand je faisais la liste de repentance, je ne me suis pas repentie pour la pornographie. C'est quelque chose qui n'était plus dans ma tête. Mais c'est en priant, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, mais comment j'ai fait pour devenir autant... comment j'ai fait pour être aussi loin de toi? Qu'est-ce qui m'a autant éloigné de toi? Il m'a ramené dans mon enfance. Et j'ai compris qu'en fait, la restauration même de l'enfant qu'on a été est très importante pour grandir en Christ. Et toutes ces choses-là, quand elles m'ont été révélées, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'aurais mal fini. Avec tout ce qui s'est passé dans la vie, tout ce que le diable m'a fait subir, tout ce que j'ai fait de moi-même, parce qu'en fait, c'est des suggestions que le diable nous fait. C'est pas le diable qui m'a fait regarder la pornographie. C'est une suggestion que j'ai eue. Tiens, allume la télé. Hop, je suis tombée dessus. Tu vois? C'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air et ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne vraiment de Dieu et je bénis Dieu à l'heure actuelle parce que mes enfants, je les éduque maintenant selon la parole et je fais tout
tout pour qu'elles ne puissent pas faire les mêmes erreurs que moi, en leur disant dans quel monde nous vivons, quelles sont les erreurs à ne pas faire et surtout comment s'accrocher à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir actuellement, qui veulent faire le pas vers Dieu et qui pensent qu'il faut aller dans une église pour rencontrer Dieu. Moi, j'ai rencontré Dieu sur mon balcon. C'est tout. J'ai crié à lui. Et j'ai fait un vœu en même temps. J'ai dit, si, moi je l'ai testé. J'ai dit, toi et moi, on va se bagarrer. Moi, je l'ai testé. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, si tu me délivres, je te chercherai, je te suivrai. Ça va faire 5 ans et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je le cherche encore et je le suis. Donc, le message que moi j'avais à travers ce témoignage qui est très court, j'avoue que j'ai survolé beaucoup de choses, mais je pense que le peu que j'ai partagé va permettre à beaucoup de personnes de se voir dans ma vie passée, ma vie antérieure. Il va permettre aussi de voir qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Peu importe la situation que tu peux vivre, peu importe la douleur que tu peux ressentir au moment T, tu dois garder l'espoir. Dieu est là. Et il attend simplement que nous fassions un pas vers lui. Et faire un pas vers lui, c'est pas bon, je vais à l'église, je vais voir ce qui se passe en fait. Faire un pas vers lui, c'est aussi souvent, comme dit mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, faire un vœu. Et moi, j'ai fait un vœu. J'ai dit, si tu me délivres, si tu me délivres de la drogue, je te chercherai, je te suivrai. Et ce vœu, je suis en plein dedans. Et voilà. Donc, ce fut mon court témoignage. Donc voilà, mon témoignage qui est assez rapide et qui est très en surface, bien qu'il soit très édifiant pour beaucoup d'entre vous. Alors premièrement, je vous invite à réagir en commentaire, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et pour information, j'écris un livre. Donc vous allez pouvoir avoir les détails de chaque étape de ma vie. Bien sûr, je l'envoie sous forme de newsletter. Donc tous les dimanches, vous recevez un mail où je vous donne une étape de ma vie. Je vais mettre tout ça en barre d'infos. Et puis voilà, écoutez, que Dieu vous bénisse. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Il y aura d'autres témoignages. Et voilà, je vous fais des bisous. Que Dieu vous bénisse.